l'oc- voilà, l'occasion de cette réunion n'est pas seulement un prétexte, c'est la création en 2024 d'une nouvelle revue, Pegasus, qui est sous-titrée pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire, qui vient de paraître au classique Garnier. Elle se propose d'appréhender les textes par la typologie et la modélisation en invitant dans une logique interdisciplinaire à la pratique et à l'exploration. Voilà, alors certains des participants à cette table ronde sont des auteurs des deux premiers numéros et sinon les autres sont des théoriciens qui sont concernés par la visée épistémologique de cette démarche, d'autant plus méritoire que des grands noms des études littéraires euh, ont souligné qu'ils devaient leur succès à l'absence de toute théorie. Euh, je, je, Cela ne les diminue pas, bien entendu, mais cela demande réflexion. Voilà, j'ai plaisir à passer la parole à John Peer, qui sera le modérateur. Ah, pero ¿cómo tienen en Et el celular? John Peer est membre émérite du Centre de recherche sur les arts du langage au CNRS, et EHESS, où il co-dirige le séminaire Recherche contemporaine en narratologie depuis 2003, et ses travaux portent sur la sémiotique narrative, la théorie de la complexité, l'intertextualité, l'intermédialité et l'analyse du discours, ainsi que sur la narratologie dans ses différentes déclinaisons théoriques et nationales. Il a dirigé toutes sortes, une quinzaine d'ouvrages, dont de nombreux handbooks. Et donc, j'ai plaisir à lui passer la parole. Dans cette table ronde, pour éviter l'effet d'une succession d'exposés, les participants de la table ronde eux-mêmes pourront, s'il y a le temps entre les exposés, se échanger entre eux et ensuite il y aura une discussion générale dans une heure environ, qui, elle, n'est pas enregistrée pour diverses raisons, y compris juridiques, et en même temps pour libérer la parole. Voilà, j'ai plaisir à passer la parole à John Pierre. D'accord, je remercie François Rastier. J'aimerais tout d'abord de vous remercier et aussi offrir l'avis de m'avoir invité à participer à cette séance de séminaire consacrée à la littérature et les nouvelles théories des textes. Je pense que ce séminaire est particulièrement important à notre époque où les études des arts et des sciences de langage cherchent à se reconstruire et à se renouveler. Donc, nous sommes pour ceux qui viennent de nous joindre. Alors, nous allons euh, euh, procéder dans l'ordre de circulaire, c'est-à-dire on fera Lévi, moi-même, ensuite, ensuite Ilias Yokaris, puis François Rastier et finalement moi. Euh, donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, donc je passe la parole enfin. Je vous remercie. Donc j'ai 10 minutes, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, voilà. Je vais mettre mon chronomètre comme ça pour ne pas déborder sur le temps de parole des autres. Donc bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à remercier François Rastier de nous accueillir dans son séminaire Atelier la reconstruction. Donc je suis ravie d'échanger avec vous tous aujourd'hui et de pouvoir célébrer ensemble la théorie littéraire. Donc je vais pour ma part intervenir sur la question de la théorie littéraire et des sciences exactes. Et en cela, je vais plus précisément m'attarder sur le rapport avec les sciences numériques
qui pousse la scientifisation théorique à son aspect le plus concret. Donc, avant toute chose, je commencerai par une petite citation qui semble prendre tout son sens dans le rapport entre théorie littéraire et sciences exactes. Donc, je commence. Devant l'infini des récits, la multiplicité des points de vue auxquels on peut en parler, historiques, psychologiques, sociolinguistiques, ethnologiques, esthétiques, etc., l'analyse se trouve à peu près dans la même situation que Saussure, placée devant l'hétéroclite du langage et cherchant à dégager de l'anarchie apparente des messages un principe de classement et un foyer de description. Donc, en réponse à cette problématique exposée dans Poétique du récit, publié en 1977, Roland Barthes, pour celles et ceux qui l'avaient reconnu, propose l'approche structuraliste, qui sera suivie quelques années plus tard de la narratologie, qui sont précisément des approches de la théorie littéraire à présenter une compatibilité avec les sciences numériques. Donc, en prenant cette problématique comme point de départ, cette intervention s'articulera en deux axes. Donc, je vais commencer par distinguer les sciences exactes des sciences numériques, puis je m'attarderai davantage sur le tandem théorie littéraire et sciences numériques. Ensuite, j'en reviendrai au rapport plus général entre théorie littéraire et sciences exactes. Par là, je ferai le lien avec la nouvelle revue Pegasus, dont l'une des ambitions est de mettre en lumière ce type de recherche en adéquation à la lignée scientifique qui est, somme toute, assez spécifique. Donc, d'ores et déjà, les éléments taxonomiques proposés doivent être quelque peu précisés. Donc, pour ce qui est des sciences exactes en théorie littéraire, cela fait référence au système analytique, donc typologie, grille d'analyse constituée selon des critères définis en amont, qui permettent de repérer les éléments combinatoires du texte et de la fiction. Donc, et par là, de les extraire en toute objectivité scientifique. Donc, le terme de science exacte est ici employé puisque la conceptualisation des systèmes analytiques est par nature réfléchie afin que les éléments recherchés, qui sont certes actualisés dans les textes, restent par nature invariants dans des corpus déterminés comme compatibles. Donc, on peut prendre l'illustre exemple de la théorie de la morphologie du conte de Propp, qui défend l'idée que 31 fonctions invariantes à l'ordre identique structureraient les contes russes. Donc, cette approche offre donc la possibilité de distinguer la structure et les éléments constitutifs de la fiction, elle-même appréhendée pour être organisée en un système de signes cohérents et ordonnés. Donc, ainsi, en s'appuyant sur des concepts analytiques précis et systématiques, il s'agit de repérer à chaque niveau du texte ces éléments combinatoires, donc les systèmes actentiels, les étapes de la narration, les schémas narratifs, les unités rythmiques, les nœuds thématiques et temporalités, modes, voies narratives, les séquences, les unités fonctionnelles, les réactualisations de thèmes, etc. Donc de là, les données de chaque type d'éléments étudiés à l'identique peuvent être comparées entre différents corpus pour faire ressortir certains phénomènes littéraires dans une logique de cartographie. Donc, quant au rapport sciences numériques et théorie littéraire, donc la scientifisation va encore plus loin. Les systèmes analytiques qui permettent de repérer les éléments combinatoires du texte et de la fiction peuvent être soit appliqués de façon semi-automatique, voire automatique, soit voir les résultats de l'application manuelle transformés par ce biais, ou encore proposer une combinaison de ces deux types de procédés. Donc, pour rendre cela plus parlant, nous allons nous attarder davantage sur le tandem théorie littéraire et sciences numériques. Donc, d'ores et déjà, il convient de souligner que la théorie littéraire et les sciences numériques peuvent sembler bien éloignées l'une de l'autre, mais pourtant, leur association permet de proposer un point de vue singulier dans le domaine des lettres. Donc, il apparaît d'ailleurs que la théorie littéraire peut être appréhendée comme s'inscrivant dans la continuité des courants et pratiques, approches et disciplines entre l'ancien et le renouveau, la tradition et le modernisme, soit, pour prendre quelques raccourcis, de la linguistique saussurienne, de l'école de Prague, du new criticisme et du formalisme russe, inaugurant une, je cite Georges Niva, science de la littérature, jusqu'aux sciences numériques qui, plus que de se proposer en outillage,
instaure une discipline propre dans un contexte de dataïfication textuelle. Donc, et ce continuum de la théorie littéraire dans une forme hybridée aux sciences numériques fait sens, puisque, à titre anecdotique, il s'avère qu'au début des années 1900, un groupe de poètes russes dirigé par André Bieley étudia la morphologie du verbe d'un point de vue statistique à partir de poèmes russes, soit un projet qui, de nos jours, se serait donc parfaitement inscrit dans le champ des humanités numériques et leur aurait pris moins de temps. Donc, en somme, l'intégration d'un angle de vue axé sur la technologie de pointe dans le domaine de la théorie littéraire, donc en passant par la statistique, les humanités numériques ou l'IA, se positionne de plus en plus ces dernières années en faveur d'un renouveau de certaines pratiques préexistantes. Donc, cette approche présente donc un intérêt en raison de sa prédisposition pour la modélisation, autant dans les procédés que dans les résultats de données importantes, mais aussi car certains phénomènes littéraires ou textuels à l'étude peuvent particulièrement être sujets à la subjectivité des approches, de par leur nature difficilement saisissable, auquel se rajoute inévitablement le prisme interprétatif inhérent à l'œil de l'analyste, et par conséquent, ces phénomènes se proposent donc d'être examinés par un cadrage strictement objectivable, rendu possible par la typologie quantitative. Donc à présent, passons à la revue Pegasus. Donc la revue Pegasus pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire qui vient d'être lancé au Classique Garnier et que je dirige, que j'ai cofondé avec Gaëtan Poulotte et Marie Bernanos, vise à mettre en lumière les recherches en sciences exactes et sciences numériques. Donc par là, la revue se centre sur la frange spécifique des typologies et modélisations à visée de systématisation, qui ne nécessitent d'ailleurs pas forcément de passer par les sciences numériques, mais plus généralement par les sciences exactes. Donc, nous reprendrons donc ici le rapport plus général entre théorie littéraire et sciences exactes. Donc, pour en dire quelques mots, Pegasus se propose d'être un lieu partagé de recherche en théorie littéraire appliquée et expérimentale, qui a été créé à partir d'un triple souhait: hybrider les approches et associer les pratiques traditionnelles aux nouvelles, créer un lieu commun et valoriser l'intergénérationnalité scientifique, et enfin proposer un thésaurus pratique sous forme de palette analytique systématisable, utilisable en lettres et disciplines connexes. Donc, je me permets aussi de préciser que Pegasus n'a pas pour intention d'imposer une forme de standardisation de la théorie littéraire en réponse, par exemple, à la variabilité des approches et interprétations. Il s'agit plus de valoriser une frange de la théorie littéraire, l'une parmi tant d'autres, sans qu'il y ait rapport de force ou incompatibilité à procéder de façon complémentaire en mobilisant différentes approches, écoles de pensée, courants, pratiques, etc. L'intérêt ici est surtout de pouvoir proposer des critères d'analyse tangibles et systématisables à une majorité de textes fictionnels. D'une part, pour obtenir des résultats objectifs à partir desquels les conclusions littéraires pourront être établies, en procédant bien sûr selon la connaissance acquise sur l'objet d'étude et au regard des domaines de spécialité de l'analyste. D'autre part, pour permettre de relever certains traits génériques, canoniques, ou répondre à un concept hypothétique de départ suspecté dans un corpus, soit en comparant certains de ces éléments selon les mêmes échelles de valeur grâce à l'application des typologies et modélisations. Donc les trois premiers numéros viennent par là illustrer cette ambition, puisque les travaux présentés à un stade exploratoire en cours ou achevé sont à la croisée de la théorie littéraire et des sciences exactes. Donc pour son premier numéro, Pegasus a ainsi souhaité se pencher sur l'un des fondamentaux de la théorie littéraire, le personnage. Donc le personnage y a été examiné à travers plusieurs prismes et selon différentes échelles: densité, visualisation, infographie, agentivité, enquête mondiale, etc. Des méthodes analytiques articulées à partir de concepts théorisés et approches parfois combinées ont été proposées pour saisir le caractère multiforme du personnage, en passant par la lecture fléchée, le comptage par grille, les chaînes de coréférence ou l'utilisation d'entités nommées. Enfin, les typologies présentées ont contribué à définir le personnage, ses différentes natures, composantes,
sa place et son évolution dans et par la matière fictionnelle. Donc, personnages transfictionnels de science-fiction, personnages remémorés, personnages fictionnels, dynamique diégétique du personnage, forme sémiotique du personnage ou style démographique, entre autres. Donc, pour son deuxième numéro à paraître en 2025, Pegasus a souhaité continuer à construire ses fondations à partir d'un autre des fondamentaux de la théorie littéraire, les formes textuelles. Le texte a ainsi été examiné selon différentes de ses formes, notamment la structure avec les unités mésotextuelles de composition, le schéma séquentiel du récit, l'application de la lecture étoilée, lisibilité par l'étude sémiotique des objets littéraires, les isotopies à interprétant textuel et les isotopies de la sémantique des possibles argumentatifs, ou encore narrativité avec le couple subnarré-surnarré et la dynamique didascalique du texte de théâtre. Enfin, le troisième numéro, en cours de préparation, se propose d'étudier une autre facette de la fiction, le style et la rhétorique, dont les articles tout juste reçus semblent tout autant prometteurs. Donc, ces premiers travaux de recherche viennent ainsi illustrer l'expérimentation pratique et créative de la théorie littéraire en passant par les sciences exactes. Donc, pour conclure cette intervention, mon propos a visé ainsi à montrer que l'hybridation des approches anciennes, nouvelles et interdisciplinaires, comme l'illustre le tandem sciences exactes et théorie littéraire, se propose d'être appréhendée non pas dans une dynamique de rupture, mais ancrée dans un processus évolutif des savoirs et pratiques entre tradition et modernisme pour une célébration et un continuum de la théorie littéraire dans une de ses formes. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on pose des questions maintenant ou est-ce qu'on attend vers la fin? Euh, Disons, les participants de la table ronde peuvent faire une petite intervention. La discussion générale sera à la fin. Mhm. D'accord. Bon, j'ai juste un commentaire très, très, très bref, hein. Euh, C'est intéressant que bon, ce projet sur les études littéraires, les études numériques, etc., euh, ça remonte en effet à la fin du 19e siècle où l'allemand Dilthey distinguait entre les Naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften, les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Donc, il me semble que c'est dans la continuation de cette tradition que le projet avance. Bon, est-ce qu'on procède à la prochaine intervention? Oui. D'accord. Donc, maintenant, c'est Jill Prince qui, euh, il interviendra. Elle est professeure de français, de littérature française et francophone à l'Université de Pennsylvanie. Il a fait de très nombreux articles de référence en narratologie et aussi des ouvrages importants, notamment un dictionnaire de narratologie qui est extrêmement utile. Alors, Gerald Pence, c'est à vous. Bien, je ne savais pas exactement ce qu'il me fallait faire dans cette table ronde, alors j'ai décidé d'abord de faire une sorte de tour d'horizon très rapide des études théorico-critiques, en particulier celles qui portent sur le récit, et ensuite parler un peu davantage du subnarré et du surnarré, puisque c'est un article qui va paraître dans la revue Pegasus. Je commence en disant que dans l'univers critico-théorique anglophone, aux États-Unis en particulier, le texte dans l'acception restreinte verbale du mot ne se porte pas toujours très bien. Peut-être pour une part à cause de ce que recouvre l'acception générale du terme, la notion que tout est texte, qu'il n'y a pas de hors-texte, etc., etc. Cependant, depuis déjà quelques années, s'affirme une sorte de retour au texte comme système structuré de signes. Refus
de ce qu'on appelle théorie critique, par exemple, et des grands soupçonneux, développement du surface reading, d'une lecture de la surface, réaction contre des outils comme ChatGPT, intérêt croissant pour les programmes d'écriture créative, de création littéraire, etc. Dans le domaine des études narratives, où le mot même de narratologie, aux États-Unis en tout cas, a perdu un peu de son éclat, la linguistique depuis longtemps ne fait plus la loi et le texte au sens restreint du terme n'est pas toujours à l'honneur. Un très rapide tour d'horizon me semble même montrer que ce qui domine sans doute les études narratives aux États-Unis, ce serait plutôt des questions de genre, dans le sens d'identité culturellement sexuée, qui souvent, mis à part les enquêtes d'inspiration grammatico-traductologique, perdent quelquefois le texte de vue au profit d'autres préoccupations. Des questions postcoloniales ou décoloniales aussi, qui semblablement favorisent le culturel et l'idéologie. Mais l'on peut, je crois, postcolonialiser la narratologie, sinon la décolonialiser, en développant des catégories suggérées par des schémas émotifs postcoloniaux. Des études de récits ou de groupes de récits non naturels dictés par un intérêt pour des textes peu conventionnels, mais la narratologie non naturelle, comme on l'a appelée, ne parvient pas toujours à bien cerner son objet, hein, qu'est-ce qui est non naturel, et finit par déborder ce qui est narratif. Des études de narratologie cognitive ou de narratologie affective qui relèvent davantage de la psychologie et qui deviennent rapidement des études thématiques ou encore et de plus en plus des examens climatologiques ou écologiques, c'est-à-dire axés sur un sujet plus que sur une structure. Cependant, il y a certains domaines narratologiques dans lesquels la nature du texte ou de ses composants joue un rôle non négligeable. Je pense par exemple aux analyses de l'impact des médias aux moyens d'expression sur les récits qui les utilisent, ou bien aux travaux de narratologie diachronique. De façon encore plus générale, je pense aux travaux qui, en partie au moins, touchent à la pragmatique linguistique et qui tiennent compte du contexte, émetteur, récepteur, circonstances de production, etc., mais aussi du texte. Outre le rêve de développer une composante pragmatique pour les grammaires narratives, qui elles non plus, et depuis déjà un certain temps, ne se portent pas toujours très bien, on trouve par exemple des études situé à l'intersection de la traductologie et de la narratologie. On trouve également des études de small stories dans la lignée d'Alexandra Georgakopoulou et de Michael Bamberg, qui eux-mêmes prolongent les enquêtes de William Labov, les analyses de Harvey Sachs, les explorations de Livia Polanyi, et aussi des études portant sur la narrativité et plus spécifiquement sur les facteurs textuels et contextuels qui font ressortir la dimension narrative d'un récit. Des études de fictionnalité arguant que selon le contexte, un même texte peut fonctionner comme étant fictionnel ou au contraire factuel. Ce avec quoi, je crois, Françoise Lavocat, qui n'est pas parmi nous, ne serait pas d'accord du tout, hein. Ou bien encore, et enfin, des études de dosage narratif, et plus particulièrement de ce que j'appelle subnarré et surnarré. Ce sont des catégories que j'ai déjà un peu discutées dans quelques pages destinées à la revue Pegasus et sur lesquelles on va me permettre de revenir pour quelques minutes.
Mais d'abord, une définition s'impose puisque ces mots ne sont guère employés en français et ne sont même pas très usités en anglais. N'est-ce pas? Subnarrated et surnarrated ne sont pas vraiment ce qu'on appelle en anglais des household words. Le subnarré, c'est ce qui, dans un récit, n'est pas narré, rapporté, représenté de manière suffisamment détaillée. Le surnarré, c'est le contraire, ce qui est narré de façon trop détaillée. On voit, n'est-ce pas déjà, la tendance pragmatique qui va s'imposer dans l'analyse de ces facteurs. S'imposent aussi quelques autres distinctions, car on trouve des extraits textuellement désignés comme subnarrés ou surnarrés. On en trouve d'autres qui le paraissent à cause de ce que ne fait que suggérer le texte lui-même, et d'autres encore jugés tels en termes d'une expérience personnelle, d'un certain contexte ou d'un certain savoir. En général, le subnarré se manifeste lorsque le texte ne consacre pas assez d'attention à ce qu'il qualifie plus ou moins directement de rare, un acte inusité, une situation insolite, des incidents inattendus. Ainsi, pour une fois, il prépare un dîner très recherché, nous laisse sur notre faim. C'est subnarré. Au contraire, le surnarré apparaît lorsqu'un texte accorde trop d'attention à un acte qu'il dit insignifiant, à une situation qu'il dépeint comme banale ou à des éléments qu'il considère ordinaires, mentionnant par exemple tous les ingrédients d'une sauce tomate, y compris le sel, le poivre et les tomates. Mais même quand les conventions, principes ou normes transgressées ne sont pas suggérées par le texte, mais par un autre contexte, les jugements de subnarration et de surnarration sont souvent largement partagés et obéissent à l'opinion commune, à la raison pratique, au bon sens, la chose la plus partagée, la mieux partagée du monde. Lorsque ce qui est dit va sans dire, la maison avait une porte, ou appelle inversement à plus d'explications. Il mourut, il était très fatigué. Lorsqu'une redondance n'apporte presque pas d'informations pragmatiques, ou lorsqu'un acte est rapporté d'une façon qui n'atteint pas un certain niveau de pertinence fonctionnelle. Notons qu'à part la frustration, l'irritation, l'ennui, ou pourquoi pas l'admiration et la jubilation, le subnarré et le surnarré provoquent souvent un réflexe interprétatif ou explicatif. La maison avait une porte, ce doit être notable puisque c'est noté, et dans le cas de Candide, où le château du baron a aussi des fenêtres, c'est comique. Il était très fatigué. La discrétion, la pudeur sont peut-être de mise. Ces explications ne veulent nullement dire qu'il ne s'agit pas alors de subnarrer ou de surnarrer. Expliquer un acte ou une chose n'est pas, même pour ceux qui expliquent, nier la présence de ces inflexions narratives. Une maxime de détaillement a bien été transgressée, mais cette transgression a des raisons d'être. Comme les motivations discutées il y a plus de 50 ans par Gérard Genette, les incohérences et les astuces narratives étudiées plus récemment par Marie-Laure Bryan, ou toutes sortes d'inconséquences, de disproportions, d'irrégularités, le subnarré et le surnarré peuvent être plus ou moins onéreux, plus ou moins fructueux. À cause d'une fonctionnalité réduite ou difficile à découvrir, ils peuvent coûter trop cher pour les bénéfices textuels qu'ils rapportent. À l'inverse, qu'ils soient voulus ou non, signalés explicitement ou évoqués de manière implicite, ils peuvent constituer un atout narratif, par exemple, s'ils soulèvent clairement des questions pertinentes pour quelque aspect thématique ou événementiel, stimulent l'intérêt,
permettent des surprises bienvenues ou contribuent à un suspense désirable. Notons également que, tout comme leur prix ou leur raison d'être, le sujet d'une subnarration ou de son contraire, leur position, leur répartition, leur source méritent d'être examinés. Qui narre, subnarre ou surnarre, à qui, pourquoi, où, quand, comment et à propos de quoi, tous ces éléments jouent un rôle dans la caractérisation d'un personnage, d'un thème, d'un style, d'une œuvre, d'un auteur. C'est déjà tout un programme auquel on peut beaucoup ajouter, mais j'ai déjà parlé assez longuement et je m'arrête donc ici. Merci. On vous remercie, Alpens, pour ce tour d'horizon, comme je l'ai dit. On se passe la parole à une question, un commentaire. Euh, Juste une remarque concernant la subnarration et la surnarration. En fait, c'est des choses que les linguistes du texte connaissent depuis longtemps. Les travaux notamment de Catherine Perpar-Occhioni sur l'implicite avaient bien montré ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que dans un grand nombre de textes où il y a des formes de subnarration, il y a justement des significations implicites qui se dégagent, en gros parce qu'on viole la maxime conversationnelle de quantité, il n'y a pas assez donc d'éléments sur tel ou tel composant de l'univers narratif, évidemment. Ça génère des sursignifications implicites de toutes sortes. Il s'agit de pouvoir discuter. Donc, et par ailleurs, je tiens aussi à souligner que vous avez évoqué à plusieurs reprises le tournant pragmatique pris par la narratologie traditionnelle. Je souhaitais signaler simplement que ce tournant pragmatique est très visible dans les travaux d'Alain Rabatel, dont la théorie magistrale de la construction du point de vue est venue effectivement se substituer à la théorie génétienne des focalisations avec des états interprétatifs considérables. Donc voilà, c'est tout. Et je reviendrai un peu sur cela dans ma propre intervention. Oui, oui, écoutez, vous avez parfaitement raison. D'abord, en ce qui concerne les maximes de Grice, Le évidemment, Grèce, bien sûr. le subnarré et le surnarré ne sont pas tout à fait euh, euh, recouverts par une maxime de Grice. Il faut Tout à fait, combiner une ou bien deux sûr. pour les recouvrir. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une maxime de détaillement. Donc, Grice ne parle pas explicitement. Et deuxièmement, bien évidemment, vous savez, quand on pense au début de la narratologie littéraire, n'est-ce pas, littéraire, c'est-à-dire à la célèbre introduction à l'analyse structurale des récits, il y a déjà, je ne sais pas combien, certainement plus de 50 ans, euh, euh, eh bien, c'est très pragmatique, n'est-ce pas? Justement, on tend à oublier que la narratologie qui s'était imposée justement par son souci d'exactitude euh, a a toujours déjà été pragmatique. Vous avez parfaitement raison, oui. Oui, Yukaraki. Donc, je pense que on va passer à euh, l'intervention suivante hein, d'Ilias. Il me semble Je crois qu'il y que a Ofra Ophra Lévy avait une il y a question. Ophra Lévy qui voulait dire Oui, quelque chose, ça me semble. Oui, mais je peux attendre oh la oui, fin de la séance si t'as empiète. J'avais juste, sinon, une remarque rapide. Voilà, moi qui travaille sur la notion de succès, je me dis que le subnarré et le surnarré pourraient aussi permettre de repérer des tendances dans le texte qui pourraient y être liées, puisqu'une redondance trop accentuée pourrait vraisemblablement alourdir la narration et par là défidéliser le lecteur. Voilà, donc à vos propos, je pensais à ça, mais aussi que votre typologie pourrait être combinée aux humanités numériques pour repérer dans le texte les séquences textuelles et proposer des mesures statistiques
Voilà, Oui, c'est tout, pour oui, remarquer. tout à fait. Parce que parmi les choses que je n'ai pas ajoutées, quand j'ai dit à la fin qu'il faudrait ajouter beaucoup de choses à ce programme que j'avais présenté, c'est justement euh, toutes sortes d'études quelles sont les signalisations du surnarré et du subnarré, n'est-ce pas? Comment est-ce que le texte nous indique parfois et très explicitement, non, je parle trop, je dois m'arrêter, ou je n'ai pas le temps de continuer, ça ne vaut pas la peine de faire ceci ou cela, et pas seulement des entreprises de signalisation, mais aussi les raisons de cette signalisation et surtout ce que nous ne faisons pas assez souvent, hélas, nous, je veux dire littéraires, et aussi des études empiriques ou expérimentales sur la façon dont les gens réagissent. Pourquoi est-ce que certains lecteurs disent non, c'est trop long, et pourquoi d'autres disent au contraire, c'est trop court. Voilà, ce genre d'études basées sur les opinions des lecteurs. Voilà. On passe maintenant à Hilaire Siocaris. Très bien. Et dans la discussion après les séances. Donc, Hilaire Siocaris est professeur de sémiotique et des textes à l'image à l'Université de Côte d'Azur et il a travaillé aussi sur la sémiostylistique. Donc, je vous passe la parole. Très bien. Merci. Mhm. Je voulais tout d'abord signaler une chose qui m'a amusé dans ce qu'a dit François Rastier tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si on peut mieux écrire si on maîtrise certains outils théoriques d'analyse. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on lit mieux en utilisant ces outils si on ne les maîtrise pas. Et donc, pour vous le montrer, je vais partir d'un texte qu'on croit connaître en général très bien. C'est donc l'Incipit de Germinal de Zola, 1885. Je partage mon écran. A priori, c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Alors, l'idée, c'est justement de vous montrer qu'en articulant un peu tous les outils qui ont été listés par les intervenants précédents, ben, on comprend tout bêtement la signification de cet incipit et que sinon, on ne comprend pas simplement. Je l'ai choisi parce que d'une part, c'est d'une clarté limpide. D'autre part, comme on va le voir, son analyse est le point de confluence de la quasi-totalité des outils théoriques disponibles actuellement dans le domaine des arts et des sciences du texte. Et enfin, last but not least, parce qu'il est régulièrement massacré dans l'enseignement secondaire. Je sais de quoi je parle. J'ai été maître de conférence dans un IUFM pendant 10 ans. J'ai visité des centaines de stagiaires qui le massacraient régulièrement à ma grande fureur. Donc voilà, une typique de germinal, petite spécialité maison, un peu comme les boulettes de courgettes de ma grand-mère, Ekaterini Zampetatis. Donc je le lis rapidement. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir et il n'avait la sensation de l'immense horizon plein que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer glacée d'avoir balayé des lieux de marée de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme, c'était Étienne Lantier, qui n'est pas nommé, était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit papier noué dans un mouchoir à carreaux de jeûner beaucoup. Excusez-moi, ça ne sort plus mon vélo. Le gênait beaucoup et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, glissé au fond de ses poches, ses deux mains à la fois,
des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide, d'ouvrir son travail et son gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant en plein air, et comme suspendus. D'abord, il hésita, un petit peu crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelques murs de grosses planches, fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ 200 pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprit davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de construction où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées. 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique, noyée de nuées de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors, l'homme reconnut une fosse. Et ce qui est intéressant dans cette incipit, on n'explique jamais, et je n'ai jamais trouvé dans la bibliographie, pourquoi diable, excusez-moi, pourquoi diable, donc disais-je, vous voyez toujours mon texte, c'est bon? Et oui, c'est bon. Ok, donc on expliquera pourquoi diable l'entier fait ce trajet de nuit. Donc aucune explication n'est fournie à ce sujet. Est-ce que vous avez des idées sur la question? Puisque c'est une table ronde. Non? Eh, eh bien, c'est fort simple. Si vous n'en avez pas, il faut utiliser des outils d'analyse structuraliste très classiques, déjà bien éprouvés. On a fait, en l'occurrence, à une mise en abîme, en bonne et due forme, et pour cause, comment, c'est bon, comment le romancier naturaliste est-il défini dans le roman expérimental? Zola le décrit comme suit, roman expérimental, hein, texte théorique publié 5 ans avant Germinal. Nous sommes des ouvriers, nous commençons à marcher en avant, rien de plus. Le naturalisme n'est qu'une marche en avant où tout le monde est ouvrier selon son génie. Il y a donc une ébauche d'identification de l'ouvrier qui avance dans les ténèbres avec le romancier naturaliste, et les ténèbres, c'est l'équivalent de hein. Je cite encore le roman expérimental. L'ouvrier romancier naturaliste avance entouré d'un inconnu immense. Il doit percer, expliquer donc cet inconnu afin, dit Zola, de conquérir la vérité. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette incipit? Bien entendu, donc l'entier, en progressant dans les ténèbres, à l'instar de l'auteur naturaliste, il tombe sur un objet impossible à identifier de prime abord, décrit de façon fragmentaire. Je suppose que c'est un cas de subnarration, comme dirait Gerald Prince. En termes techniques, c'est surtout un magnifique effet de défamiliarisation, concept forgé par les formalistes russes. On décrit longuement un objet qui n'est pas identifié, dans un premier temps, et il n'est identifié que dans la dernière phrase de l'extrait. Alors l'homme reconnut une fosse. On progresse donc de l'inconnu au connu, ce qui est strictement la démarche décrite dans le roman expérimental, je le répète, 5 ans avant Germinal. Le roman naturaliste, nous dit Zola, est une lente conquête sur l'inconnu. Il s'agit de réduire l'indéterminé à une série de représentations claires et distinctes qui s'enchaînent selon des rapports de cause à effet. Et d'ailleurs, Zola cite toujours dans le roman expérimental cette phrase de Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, et la conquête intellectuelle de l'homme consiste à faire diminuer et à refouler l'indéterminisme à l'aide de la méthode expérimentale. Vous avez donc ici, dans cet incipit,
l'épitomée, si vous voulez, de la démarche de l'auteur naturaliste, comme le conçoit Jolin. Il s'agit donc d'un texte programmatique, c'est le premier point. Et à partir de là, on déroule en faisant intervenir d'autres outils. Pourquoi Étienne Lantier n'est pas nommé? On a en l'occurrence un effet de ce que Rabatel appellera un dialogisme des points de vue. Dans un premier temps, le narrateur fait semblant de ne pas savoir qui c'est, alors que le lecteur l'a déjà croisé dans l'Assommoir, 8 ans avant Germinal. Il aurait pu le nommer, il ne le fait pas. Là encore, on bascule de l'inconnu vers le connu, puisqu'après, il va évidemment être nommé. Donc, la construction narrative, la construction du point de vue elle-même, reflète cette progression de l'inconnu vers le connu. Et en utilisant des outils appropriés donc d'analyse lexicométrique, on verrait très facilement, sur le plan isotopique par exemple, que le même mouvement de l'inconnu vers le connu est une constante dans les épiques romanesques du XIXe siècle, notamment dans les romans paralittéraires du type Dumas ou Verne. Verne, un cas d'école, c'est l'équipée de Michel Strogoff, se termine par une phrase extraordinaire. En gros, on décrit un personnage dans un palais qui reçoit des nouvelles. Donc, on ne dit pas qui c'est, on ne dit pas d'où viennent les nouvelles, on ne dit pas où ça se passe. Et vous allez, voilà, ce palais, c'était le Kremlin, cette rivière, c'était la Moskva. Et l'homme qui, les bras croisés, entendait les nouvelles qu'on lui apportait, c'était le tsar. Donc, c'est poussé jusqu'à la caricature dans l'épître de Michel Strogoff de Verne. Donc voilà pour l'utilité des outils logométriques. Sinon, je reviens donc à l'utilité de Germinal. Il faut aussi des outils appropriés d'analyse grammaticale et syntaxique. Regardez par exemple, dès la ligne 1, vous avez dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, ce qui peut aisément être considéré comme un solécisme ou quelque chose qui s'en rapproche. On attendait, même les étudiants les plus ignares le voient dans la nuit sans étoiles. Et évidemment, il ne s'agit pas ici de quelque chose de fortuit. Cet univers d'un noir d'encre, c'est en même temps, évidemment, il annonce déjà la mine qui opprime les mineurs, les ténèbres de la mine qui les écrasent, d'où la substitution de sous à dans la nuit sans étoiles. La mise en abîme est double, donc il fait le trajet de nuit, un, justement parce qu'il est l'équivalent de l'auteur naturaliste, deux, parce que ça annonce déjà son triste sort de mineur écrasé dans le sombre univers de la mine. Donc là encore, bien entendu, il y a des effets de dialogisme interne au texte, donc autodialogisme en l'occurrence, dans des concepts étudiés donc, par les pragmaticiens post-martiniens, sont très éclairants en la matière. Ensuite, autre élément important, on travaille aussi, on peut travailler de façon très précise grâce à nos outils d'analyse sur les figures types. Regardez par exemple cette formule, je prends mon pointeur. Des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Ici, point n'est besoin d'être un grand spécialiste de la sémantique componentielle pour comprendre que le mot lanière actualise le sème afférent esclavagisme et que dès lors, la construction textuelle du point de vue, elle n'est pas neutre, comme le pensait un peu naïvement Genette dans les années 70. Il y a bien ici un narrateur à la troisième personne, mais il n'est pas du tout neutre. C'est le point de vue qui apparaît ici en filigrane du bourgeois progressiste, qui est évidemment apitoyé par le sort du personnage et se sent révolté du fait qu'il est exploité de la sorte. La figure de style, en d'autres termes, elle est contextuellement hyper pertinente. Je renvoie aux travaux donc, de Geneviève Salvant et de Lucille Gaudin sur l'hyperpertinence des figures de style. Autrement dit, on n'aurait pas pu la remplacer par une tournure littérale équivalente. Et là, une fonction organique, on n'aurait pas pu formuler et autrement. Vous avez donc aussi ce paramètre-là. Vous avez également d'autres éléments intéressants au niveau de la construction narrative, liés par exemple à la manière dont on construit le point de vue du personnage.
Regardez cette phrase. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée. Au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres, en l'occurrence, on décrit strictement ce que Rabatel appelle le S0T0 du personnage, c'est-à-dire ce que le personnage perçoit strictement autour de lui. Et à un moment précis, le récit manque de profondeur, et cela suggère que le personnage est épuisé, il évolue dans un environnement très hostile, se recroqueville en quelque sorte sur lui-même pour conserver toutes ses forces, luttant pour survivre. Et donc, alors, en plus de cela, évidemment, vous avez aussi des éléments qui sont mis en évidence, qui peuvent être mis en évidence quand on recourt à une analyse sémiostylistique plus classique. Alors, de quoi s'agit-il? On constate que le chemin qui mène le personnage à la mine, en fait, se déroule dans une direction donc spiraliforme. Regardez, attendez. Brusquement, un coup du chemin, les feux reparurent près de lui, donc le chemin tourne. C'est un chemin tournoyant. Oui, oui, allez-y. Vous savez déjà une vingtaine de minutes. Est-ce que vous Oui, 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 pouvez je termine, j'en ai plus avancer pour votre longtemps. conclusion? Merci. C'est un chemin tournoyant au centre duquel on trouve la mine. Évidemment, à partir de là, on se rend compte que la mine, comme il se doit, et comme c'est effectivement visible tout au long Germinal, est assimilé à un monstre mythique qui dévore les mineurs, hein, il est surnommé le Voreux. Ce monstre mythique, c'est le Minotaure, bien évidemment, l'équivalent de Minotaure, qui va être tué par l'entier et ses camarades, qui vont faire sauter le Voreux à la fin du roman. Et dès lors, on se rend compte que contrairement à ce qu'on explique au niveau de l'enseignement scolaire, il y a, et c'est constant chez Zola, une armature formaliste qui se tombe. Puisque, à la base, cette incipit est aussi le fruit d'un développement paragogique, minotaure, simple que ça. Et évidemment, ça permet de surdéterminer tous les développements que je viens d'évoquer, qui nous renvoient aussi, évidemment, à la théorie jacobsonienne de l'emploi poétique du langage et à la théorie ricardolienne de la surdétermination. Et tout y est. Je me tais. Et à présent, voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Euh, Y a-t-il des questions, des commentaires? Mhm. Mhm. Bon, alors, on pourra peut-être passer à l'intervention suivante et à la fin, bien sûr, il y aura encore euh, des questions, des discussions. Alors, nous passons maintenant à François Rastier. Je n'ai pas besoin de l'introduire, nous le connaissons tous, hein, et qui va nous parler de linguistique et littérature. Oui. Alors, on peut se demander si la désacralisation des écritures et leur objectivation par la philosophie n'ont pas été compensées par une sorte de sacralisation romantique de la littérature. Et tout ce qui peut l'objectiver, en faire un corpus digne d'études critiques, euh, voire techniques, en linguistique de corpus par exemple, en tout cas soumis à débat et conjecture, peut éventuellement apparaître comme un sacrilège rampant. Je connaissais un illustre stylisticien qui me disait, je déteste les chiffres. Ça, c'était un moment où on avait réalisé un collectif, un ouvrage collectif sur les sentiments dans le roman français,
sur 350 romans, c'était en 1995. Et on avait trouvé d'ailleurs 163 sentiments, c'est-à-dire beaucoup plus que les émotions de base répertoriés dans les sciences cognitives, dont des sentiments auxquels personne ne pense, comme le sentiment national, par exemple. Bref. Alors, c'est vrai que on peut euh, avoir des réticences à l'égard de telle ou telle théorie ou de la linguistique de corpus dans son utilisation pour les études littéraires. On a d'ailleurs euh, créé d'ailleurs une collection chez Champion il y a plus de 20 ans qui s'intitule Lettres numériques et dont vous pouvez regarder le sommaire. Euh, Bref, dès qu'on s'avise de scruter la lettre et qu'on ose sortir de l'espace du discours critique en s'appuyant sur des tableaux, des figures ou pire encore des chiffres, tout ne serait plus que jargon. Alors, il est vrai que les linguistes ont leur propre jargon et ne font rien pour le rendre aimable, c'est sûr. Mais il y a beaucoup à faire pour réconcilier la littérature et la linguistique, du moins en France. Dès qu'on met le pied à l'étranger, la situation est tout à fait différente. Voilà, plus d'un demi-siècle, j'étais alors seul de mon espèce. J'enseignais la linguistique dans le département de littérature de Paris 8, à son ouverture à Vincennes. Euh, alors, ce cours atypique a été d'ailleurs vite supprimé. L'université a déménagé, mais bon, euh, 25 ans après, je discutais avec Michel Charol et nous avions décidé de faire le contraire, un cours de littérature pour linguistes. Pourquoi? Parce que j'avais vu un cadre de la recherche au niveau européen euh, devant une phrase de Balzac, il s'aspergea d'odeur, mettre, euh, je ne sais plus si c'est un ou une astérix, euh, pour dire que c'était une phrase agrammaticale. Euh, alors, notre problème n'est pas de décider si Balzac est grammatical ou agrammatical, c'est de le lire et, et de l'analyser. Euh, et donc, il faut une autre linguistique que celle qui décide que Balzac est agrammatical. Mais disons que j'ai l'impression que euh, la question des rapports entre linguistique et littérature est largement dépendante en France des programmes de concours qui profilent les filières et téléguident l'enseignement. Il y a une agrégation de lettres, on est bien d'accord, il n'y a pas d'agrégation de linguistique. Pourquoi? Parce que l'agrégation a été créée sous Louis XV pour pallier l'expulsion des jésuites et la linguistique n'existait pas encore, hein. Donc, on peut passer l'agrégation de lettres modernes sans avoir suivi une seule heure de cours en linguistique. Il y a bien, évidemment, la grammaire des concours, qui n'est pas toujours la même chose que la linguistique. Et la stylistique est heureusement une, un lieu de rencontre discrète et prudemment furtive entre la linguistique et la littérature. Mais l'ignorance réciproque semble s'être épaissie sous prétexte de spécialisation croissante. Par exemple, pour les commissions de recrutement et d'évaluation, il suffit à un linguiste de travailler sur un corpus littéraire pour se trouver discrètement marginalisé. En revanche, s'il travaille sur les tweets ou ça a l'air d'une dimension euh, prometteuse. Donc, si vous travaillez sur l'imparfait chez Flaubert, vous êtes un littéraire. Si vous travaillez sur l'imparfait dans le Figaro, vous êtes un linguiste. Vous voyez, il y a là
euh, euh, une sorte de spiritualisation, malgré tout, de la littérature. Or, malgré tout, il n'y a qu'un projet scientifique, hein. C'est là-dessus qu'intervenait Ofra Lévy tout à l'heure. Euh, Certes, il y a des sciences exactes, mais d'un autre côté, il y a des sciences rigoureuses, hein. C'est ce que disait Husserl. Et l'étude de la littérature, c'est une science rigoureuse. Euh, alors, la question qui se pose à tout le monde, c'est celle de l'objectivation, hein. Et on a été très gêné. Elle est posée, évidemment, euh, depuis le projet depuis le début des sciences de la culture, hein. Pourquoi, par exemple, Propp, aussi bien que Cassirer, se réfère à la théorie de la nature de Goethe. Euh, on a été gêné par la distinction entre science de la nature et science de l'esprit, jusqu'au moment où Cassirer explique que, en fait, ce qu'on appelle science de l'esprit, ce sont les sciences de la culture. En bref, pour simplifier, je dirais qu'il manque une médiation entre sciences de la... Si on veut maintenir l'idée de science de la séparation douteuse entre sciences de la nature et sciences de l'esprit, c'est la sémiotique, c'est-à-dire les sciences de la culture, qui peuvent servir de médiation. J'ajoute que beaucoup de domaines, y compris formels, sont liés, prennent leur origine dans les réflexions sur la littérature et notamment sur la poésie. Par exemple, les chaînes de Markov, qui sont un objet mathématique parfaitement utilisé dans toutes les traitements, dans beaucoup de traitements automatiques du langage, sont nés. Pourquoi? Parce que les Markov travaillaient sur Pouchkine, hein, sur les successions de phonèmes chez Pouchkine. Et ça, c'était dans les années 1900-1910. Bref, alors, on peut se poser la question maintenant de questions d'échelle, c'est-à-dire on a été habitué à des études monographiques, disons à de la lecture euh, d'extraits, et on se trouve désemparé d'une certaine façon quand on a affaire à des corpus importants, surtout parce que les corpus importants contiennent, s'ils sont très gros, de la littérature du second rayon et on a une conception assez monumentale des œuvres, alors que ces œuvres se profilent euh, sur ce second rayon. Par exemple, Balzac rivalise avec Gensu, on l'oublie, mais il le souligne à sa manière. Euh, donc, on se trouve maintenant devant des questions de contradiction entre des échelles, hein, close reading or distant reading. Mais il n'y a pas de contradiction entre ces échelles parce que on a besoin de toute façon euh, d'une d'une philologie d'une part pour établir ces corpus et d'une herméneutique pour les interpréter, qu'ils soient étendus ou pas étendus. Et c'est pour ça que je trouve que quand on estime que le structuralisme a disparu parce qu'il y a eu le post-structuralisme, c'est une notion tout à fait péremptoire au sens où il s'agissait de périmer précisément l'objectif de rationalité euh, que développait le structuralisme. Tout simplement parce que Heidegger a dit la science ne pense pas. Donc il y a eu toute une, toute une théorie au sens de la théorie des départements de littérature comparé nord-américain notamment, qui renonçait à objectiver quoi que ce soit, tout simplement, puisque la littérature redevenait l'expression de nos sentiments distingués.
politiquement distingué, bien entendu, hein. Euh, alors, il faut rappeler quand même le rôle des arts pour les sciences de la culture. Des gens comme Burckhardt ou Huizinga, qui sont complètement oubliés ou négligés. Même déjà dans le projet des romantiques d'Iéna, qui étaient à la fois des écrivains, mais aussi des gens qui réfléchissaient sur la nature d'une façon euh, souvent mystique, mais aussi qui s'intéressaient à la physique, à l'électricité, etc., etc. Alors, on peut se poser maintenant la question de savoir ce que serait une musicologie sans acoustique et sans organologie. Que seraient des études littéraires qui ignoreraient euh, les bases de la linguistique? Que serait une philosophie de la nature qui ne tiendrait aucun compte de la physique? Vous voyez, c'est pour ça que quand Jean-Pierre Richard me disait je me porte très bien parce que j'ai jamais eu de théorie, alors qu'il a fait des choses tout à fait magistrales, en fait, si, il suffit de lire Merleau-Ponty pour voir que, il a une théorie et que Jean-Pierre Richard l'a développée. C'est pas parce qu'une théorie est à l'état pratique que ce n'est pas une théorie, hein. Donc il reste à écrire la théorie dont il s'est servi, ou du moins qu'il a créée et qui se trouve à l'état latent dans ses œuvres. Et là, nous sommes en France dans une situation bizarre parce que quand Todorov est arrivé, par exemple, en France, il a demandé où étaient les départements de sciences de littérature. On lui a dit ça n'existe pas. Euh, Tout simplement parce que en, en Europe centrale, il était évident qu'on enseignait les sciences de la littérature. Et donc, bon, partout dans le monde, linguistique et littérature française, ça va ensemble, hein. On apprend le français pour lire Balzac ou pour lire Ernaud, on a le choix. Et en France, il y a eu une hétérogénéité académique des belles lettres et de la linguistique avec des sortes de restrictions réciproques. Par exemple, on réduit les questions esthétiques à des questions de procédés, des questions d'une poétique des procédés. Il faudrait retracer ça à partir de du Marseille, Genette, etc. Et donc, il faut restituer les projets esthétiques, hein, bien sûr. Là-dessus, nous sommes très en... enfin, il y a beaucoup à faire. Alors, de leur côté, les linguistes se sont beaucoup restreints à la grammaire phrastique et à la morphologie. Il y a eu un désintérêt systématique des courants de l'analyse qu'on appelait l'analyse du discours, qui est une école française florissante, à l'égard de la littérature au profit des corpus politiques et médiatiques. Si bien que on ne parle pas des œuvres, hein, on parle des textes. Et encore, on n'étudie pas les textes littéraires, ou bien on va chercher des preuves contre la bourgeoisie Louis-Philipparde chez Balzac. Ces preuves, certains parlent de preuves. Donc, il est urgent à la fois d'établir une linguistique des textes qui n'ait pas peur des textes littéraires et se demander qui doit apprendre de qui, hein. C'est ce que disait Sarraute. Les linguistes seraient bien contents d'être arrivés où en sont arrivés les écrivains. C'est là-dessus que je vais m'arrêter parce que je trouve que c'est une pensée mémorable dont les linguistes pourraient euh, tirer profit. Merci de votre attention. Je vous remercie François Rastier, pour cet exposé sur vol, hein, des approches linguistiques et littéraires. Je suppose il y a des questions, des commentaires. On peut les laisser pour la discussion générale si vous le voulez bien, puisque le temps. Oui, le temps avance. OK. Donc, je vais vous parler de la complexité et la théorie des récits.
Alors, je défends l'idée que le récit fonctionne comme un système complexe ou dynamique. Pour moi, le discours est avant tout un processus plutôt qu'une structure. La réflexion sur cette question s'inspire en partie des sciences de la complexité, dont les origines remontent à la science post-newtonienne ou la mécanique classique, par exemple, se caractérise par les principes de déterminisme, de régularité et de réversibilité, traduisant la stabilité des systèmes. Sous ce paradigme, les systèmes sont clos, contrairement aux systèmes dynamiques qui sont ouverts et évolutifs et qui sont intégrés à de multiples phénomènes en tout genre, allant des molécules jusqu'à l'organisation sociale. La perspective complexe ouvre une voie vers une conception souple de récit, car elle met l'accent sur la qualité séquentielle du discours narratif, ou plus précisément sur sa séquentialité, un processus irréversible et anthropique. Alors, avant d'expliquer ce que je veux dire par séquentialité narrative, quelques définitions. Par système, la théorie de la complexité comprend des composants et des relations agissant réciproquement entre eux. Ils possèdent une structure et un comportement de niveau supérieur, formant un tout intégré. Par système complexe, on comprend des interactions fortes entre les composants, le feedback entre niveaux, l'émergence d'auto-organisation, l'ouverture, l'adaptation, la croissance et le changement. Par système complexe dynamique, on comprend des systèmes qui montrent un comportement complexe changeant au niveau macroscopique. Ces systèmes émergent des actions collectives au niveau microscopique d'un grand nombre de composants agissant réciproquement les uns sur les autres. Par ailleurs, les systèmes complexes se distinguent des autres systèmes par le phénomène de l'émergence, conçu soit comme propriété holistique, non réductible aux parties, soit comme agrégat dont les propriétés ne sont pas issues d'une opération de sommation linéaire. Enfin, le système complexe adaptif est composé d'agents qui apprennent, qui s'adaptent en réponse aux interactions avec d'autres agents. C'est le système lui-même qui se modifie, et cela de manière non linéaire, je souligne non linéaire, lorsque le système est en interaction avec son environnement. Tel est le cas des organismes vivants, des phénomènes sociaux, mais aussi des discours narratifs. Si le discours narratif est constitué comme un système complexe ou dynamique, il se déroule comme un processus dans le temps. Et comme tous les processus, il est à la fois irréversible, on pense ici à la flèche de temps, et soumis à différents degrés d'instabilité. Par la complexité, les systèmes dynamiques oscillent entre des états en quasi-équilibre et des états loin d'équilibre, sans jamais atteindre un état d'équilibre ou de stabilité absolue. La stabilité des systèmes, comme nous l'enseigne la thermodynamique hors équilibre, est le produit de trois facteurs. La non-linéarité, parce que les phénomènes sont loin d'équilibre, provoquant une disproportionnalité entre cause et effet, c'est-à-dire une causalité non linéaire. Le feedback positif, susceptible d'amplifier la disproportionnalité entre les causes et les effets, comme dans l'évolution biologique, par exemple. Et les bifurcations, lorsqu'un système poussé jusqu'au bord du carreau, au-delà du seuil de stabilité, cause la désagrégation, tout en brisant les symétries du cadre macroscopique pour bifurquer vers une auto-organisation spontanée du système, imprévisible par rapport à la structure macroscopique. Alors, ces trois facteurs qui sont indissociables de l'irréversibilité des processus contribuent à ce qu'Ilya Prigogine et Isabelle Stengers appellent structure dissipative. Les structures dissipatives, contrairement aux structures conservatives, bon, cet état en quasi-équilibre, sont provoquées par des états loin d'équilibre
au-delà du seuil de stabilité. Elles associent structure et ordre d'une part, et dissipation et perte de l'autre, pour produire, de manière non déterministe, une situation nouvelle et imprévisible tout en reconfigurant le système au niveau macroscopique. En fait, les systèmes complexes et dynamiques, ainsi que les processus qui y sont associés, oscillent en permanence entre des états en quasi-équilibre et des états loin d'équilibre. En termes de théorie de l'information, en termes de la théorie de l'information, cela veut dire que les points de bifurcation, en déclenchant des structures dissipatives, sont plus riches en information que les segments déterministes déroulant de manière régulière et prévisible en quasi-équilibre entre les points de bifurcation. En théorie narrative, on connaîtra ici ce que Tomaszewski, le journaliste russe, appelait motifs dynamiques, les motifs, c'est-à-dire les motifs qui changent de situation, et motifs statiques, c'est-à-dire les motifs qui ne changent, qui ne changent pas la situation. On trouve à peu près la même distinction chez Roland Barthes, les fonctions cardinales qui forment le noyau du récit et les catalyses ou fonctions charnières qui ouvrent une alternative conséquente pour la suite de l'histoire. Alors, revenons maintenant à des choses plus proprement narratives. Qu'est-ce que je veux dire par séquentialité narrative? Vu sur la perspective de l'intérêt de la complexité, ce qu'on appelle séquence narrative correspond à une structure conservative ou un système clos, conçu grosso modo comme le passage d'un état d'équilibre à un autre état où l'équilibre est rétabli en passant par un état de déséquilibre. La séquence narrative, dans ses différentes formulations, reflète les qualités qui caractérisent la mécanique newtonienne de déterminisme, de régularité et de réversibilité. La séquentialité narrative, par contre, est irréversible et non linéaire. Elle varie entre différents états d'équilibre relatifs qui sont susceptibles, par moment, de fournir le point de bifurcation, de franchir le point de bifurcation de manière peu prévisible pour s'auto-organiser spontanément de manière non linéaire sous la force des structures dissipatives dans une configuration inattendue. Parmi les conséquences de la séquentialité narrative conçue de cette manière est le fait que tout lien d'ordre isomorphe entre les séquences narratives et le récit global doit être sinon écarté, au moins fortement relativisé. La séquence narrative n'est pas un récit en miniature, pas plus qu'un récit est modelé d'après les critères de la séquence, c'est-à-dire la reproduction d'une séquence à l'échelle globale. Autrement dit, dans le discours narratif, la somme des parties ne forme pas un tout, et le tout n'est pas décomposable en des parties ou unités, des unités narratives minimales. Il y a par conséquent disproportionnalité entre les parties du discours, du récit et le tout. Un corollaire de ce constat surprenant peut-être à première vue, est la relativisation, plus ou moins conséquente, de l'idée que tout récit possède un début, un milieu ou une fin. De l'accent dans la conception complexe, dynamique du récit, mis sur l'idée que le discours narratif repose sur la séquentialité non linéaire et ouverte aux structures dissipatives, plutôt que sur la séquence, plus proche des structures conservatives et donc des systèmes. Pour mieux cerner la séquentialité propre au récit, il faut aller plus loin. En fait, la séquentialité narrative consiste en deux interséquentialités. Une d'ordre inférentiel, l'autre d'ordre probabiliste. L'interséquentialité de type inférentiel se manifeste sous la forme d'écarts cognitifs à combler entre deux séquentialités non synchronisées, celle du raconté, la fabule, au niveau actionnel, et celle du racontant, le sujet, au niveau communicationnel. Quant à
séquentialité de type probabiliste, euh, elle provient des relations asymétriques, aléatoires et imprévisibles entre les dimensions microscopiques et macroscopiques, bref, entre les parties de tout. Alors, dans la recherche narrative qui s'inspire de la théorie de la complexité, on discerne actuellement trois tendances. La première, soutenue par Richard Walsh, fait état d'une résistance entre la construction du sens narratif, entre la logique narrative linéaire du et puis, et puis, et puis, et les systèmes complexes jugés inénarrables au niveau de la cognition narrative. La complexification du récit est le résultat de l'articulation sémiotique entre cette logique, euh, entre cette logique et les systèmes complexes. La deuxième approche, qui voit le récit comme système complexe ou dynamique, repose sur l'instabilité du discours narratif dans son organisation interne et dans ses rapports avec l'environnement, mettant l'accent sur la séquentialité, la non-linéarité et les structures dissipatives. La troisième approche, élaborée par Marina Glushakova de l'Université de Tartu, s'intéresse au récit dans l'interaction des systèmes complexes adaptifs et la cognition biologiquement incarnée, embodied cognition. Pour elle, la complexité narrative émerge dans un environnement narratif, c'est-à-dire dans un contexte où la complexité des formes narratives est le produit de la complexité de leur production et de leur expérience dans différents contextes. Enfin, je dirais même, l'approche complexe du récit est indissociable du principe de l'entropie. Dans un premier type d'entropie, chaotique, le désordre et l'incertitude perçus par le récepteur s'intensifient au fil du temps. Plus l'entropie produite par le récit est grande, plus le résultat sera imprévisible et plus l'entropie, une fois désambiguïsée, apportera de l'information. Ensuite, l'entropie synergétique est associée à la modification de l'information sous l'effet de la collision des flux d'informations et de la juxtaposition des registres et des codes. Au cours de cette modification, les explosions sémantiques sont déclenchées par des processus d'extraction des synergies. Enfin, l'entropie algorithmique se caractérise par la recherche de la complexité organisée qui existe au sein de l'aléatoire. Cette recherche d'ordre dans le chaos passe par des opérations de décompression et de transformation du bruit en information pour aboutir à une complexité organisée qui prime sur la complexité aléatoire. Alors, pour le peu de temps qui me reste, j'aimerais proposer une lecture très rapide du roman Feu-Pâle de Vladimir Nabokov afin d'illustrer l'idée que les récits fonctionnent comme système complexe ou dynamique. Une des particularités de ce roman est le fait que seule l'introduction se lit de façon linéaire. Les trois autres parties, un poème intitulé Feu-Pâle, un commentaire volumineux et un index des noms, des personnages, des lieux arrangés en ordre alphabétique, se lisant de manière non linéaire. Le lecteur est ballotté près de 130 fois entre le poème, qui ne contient pas de renvoi de notes, et le commentaire qui raconte une histoire pratiquement sans rapport au poème. La fameuse linéarité du texte est donc mise à rude épreuve. Le texte vire précipitamment entre des états en quasi-équilibre et des états loin d'équilibre, mettant en œuvre une cascade de bifurcations qui reconfigure en permanence et de façon anthropique le flux de la narration. L'espace béant entre les dimensions microscopiques et macroscopiques intensifie les conjectures probabilistes aux dépenses de la séquentialisation inférentielle pour morceler le roman dans sa totalité en une suite de structures dissipatives.
Je vous remercie. Merci bien. Mhm.